Bonjour à toutes et à tous et merci donc pour l'invitation à vos séminaires de l'IRPSUM. C'est vraiment un plaisir d'être ici, surtout que je connais un petit peu ce que font certaines personnes ici, donc c'est vraiment très agréable de se retrouver ici. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude que nous menons en fait moi-même et ma collègue Valérie Ouedraogo qui est à l'école de service social à l'université de McEwan en Alberta. J'ai un petit peu modifié le titre, mais en gros, ça veut toujours dire la même chose, de la restitution des résultats scientifiques au partage des savoirs dans les observatoires de population. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire part d'une expérience un peu particulière et qui nous a permis d'interroger les rapports de pouvoir, les rapports de domination qui sont en jeu alors qu'on essaye de mettre en place une opération qui est en apparence tout à fait consensuelle et qui en principe doit l'être, à savoir la restitution des résultats scientifiques auprès des participants aux recherches. Alors pourquoi finalement ici on se retrouve avec l'intérêt de cette étude des rapports de domination, des rapports de pouvoir? C'est parce que la restitution qui nous intéresse s'opère dans un cadre particulier qui est celui des observatoires de population, ou autrement appelé dans un langage un peu plus barbare, j'allais dire, les systèmes de suivi ou de surveillance démographique et de santé. La restitution dans ces contextes-là a souvent été appréhendée sous un angle éthique, mais donc on va voir un petit peu les défis que représentent ces démarches compte tenu de contraintes à la fois pratiques, logistiques, mais aussi disciplinaires. Alors, je ne sais pas si vous êtes familière avec ce qu'on appelle, bon, plus simplement, je vais les appeler les observatoires de population, mais je vous ai mis le terme exact sur la diapositive, les systèmes de suivi démographique et de santé, ou SSDS. Donc moi, je vais appeler ça les observatoires de population, c'est un peu plus facile à dire. Ils ont commencé à émerger dans les années 70, on peut dire, et ils sont surtout présents en Asie et en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas du Sénégal. Sur cette carte, vous voyez, on a représenté, il y en a 3 qui existent, celui de Niarar, de Mlomp et de Bandafassi. Nous allons nous concentrer sur celui de Niarar. Je vais vous en dire quelques mots dans un instant. Les 3 observatoires sont tous nés à peu près, comme je disais, autour des années, début des années 70. Mais celui de Niarar est vraiment opérationnel dans sa forme actuelle depuis le début des années 80. Encore une fois, je ne sais pas vraiment si vous êtes familier avec ce type de plateforme scientifique. Elle consiste à circonscrire dans un espace donné, ça peut être un groupe de villages ou un ensemble de quartiers dans une ville, donc un périmètre qui va faire l'objet de ce qu'on appelle un suivi longitudinal démographique. Autrement dit, c'est une forme d'état civil en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va suivre la population dans tous les événements de vie qui vont se dérouler au sein de cette population circonscrite géographiquement. Donc les naissances, les décès, les mariages, mais évidemment on va ajouter des éléments au fur et à mesure que le suivi se stabilise, des éléments sur la mobilité, des éléments aussi sur la santé. Et dans la santé, on veut évidemment beaucoup étudier la santé des enfants, sachant qu'au moment où ces observatoires ont été mis en place, on avait des contextes de mortalité infantile extrêmement élevés, infantile et infanto-juvénile extrêmement élevés. Donc, l'idée, évidemment, était d'étudier ça de plus près. Un des objectifs de ce type de dispositif, c'est aussi de pouvoir mesurer l'effet des interventions sur la population. J'ai appelé ça des plateformes scientifiques exprès parce qu'au-delà du suivi longitudinal démographique et de santé, ce sont aussi des espaces qui sont privilégiés parce qu'ils offrent une base de sondage à des projets plus petits qui vont se faire sur un échantillon de ces populations. Autrement dit, nous avons affaire ici à des populations qui sont extrêmement
enquêter. Puisque le suivi longitudinal suppose évidemment de faire des passages répétés pour suivre le cours des naissances, décès, mariages, etc. Mais aussi, ces populations font l'objet constamment d'enquêtes, études plus ponctuelles sur sur des échantillons plus réduits. Un autre élément, c'est que souvent, on parle aussi ici de méthodes de collecte qui peuvent paraître invasives, dans le sens où on va aborder des sujets de vie qui peuvent parfois être sensibles et chargés, puisque évidemment, on va enregistrer des décès, et quand les décès sont aussi, et pendant une période, beaucoup des décès d'enfants, c'est toujours un peu compliqué. On va parler de santé reproductive, donc de pratiques contraceptives, etc. Et puis, je ne sais pas encore si vous êtes familière avec cet outil, mais on va utiliser les autopsies verbales pour pouvoir comprendre le processus qui a conduit à un décès lorsqu'on est dans des contextes comme ceux-là, en milieu rural, où on n'a pas vraiment de système d'enregistrement des causes de décès. Donc, tout un arsenal d'outils de collecte qui peuvent être assez invasifs. Et enfin, donc je vous parlais de ces projets qui peuvent être plus ponctuels sur des échantillons plus réduits. Ça veut dire que ici, on a aussi des projets qui sont basés sur des essais cliniques, des prises de sang, etc. Donc, vous voyez un peu le contexte. C'est un petit peu, ça peut être un peu délicat. L'autre élément, c'est que, évidemment, les disciplines dominantes ici, on parle de la santé, on parle de la démographie, et finalement, ça laisse peu de place à des approches qui sont peut-être un petit peu plus, disons, qui valoriseraient un peu plus la participation sous un angle socio-anthropologique, si on peut dire ça comme ça, étant donné qu'au bout du compte, médecins comme démographes cherchent aussi à toucher les autorités locales, les décideurs, etc. Donc, en règle générale, les restitutions qui ont eu lieu se sont surtout faites au sein de groupes assez restreints de décideurs, autorités locales, soit proprement dans les villages ou au niveau administratif élargi. Alors, depuis le début des années 2000, ça va paraître un peu tardif peut-être, mais c'est vraiment, je pense, on peut dater ça de cette période. On s'est de plus en plus penché sur l'importance de faire des restitutions compte tenu d'une certaine expression de lassitude et de questionnement de la part des populations, telles que représentées dans cette petite citation que j'ai tirée de mes propres entretiens de thèse de doctorat lorsque je faisais mon terrain en 99. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et simplement, en le partageant avec d'autres collègues par la suite, sur le moment et par la suite, mais je me suis rendu compte que c'était un questionnement qui revenait sans cesse. Et donc, il y avait effectivement un problème d'information, non pas que les chercheurs ne voulaient pas ou ne donnaient pas de l'information, mais que vraisemblablement, il existait un décalage entre ce que les chercheurs percevaient comme étant de l'information fournie et ce que les populations, elles, comprenaient comme étant de l'information. En 2006, au Burkina Faso, il y a eu un atelier qui s'est tenu à Moundasso et qui a porté spécifiquement sur les questions éthiques dans les observatoires de population et qui a ensuite été relayé par un certain nombre de projets autour de ces questions-là, relayés par le réseau INDEPS qui centralise un petit peu tous les observatoires existants dans le monde. Donc, ce dont je vais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui, c'est une expérience en fait de restitution participative que nous avons cherché à mettre en place en 2014-2015 au moment de la célébration du cinquantenaire de l'Observatoire de Niarar que je vous ai présenté un peu plus haut. Donc encore une fois, c'est plutôt ici un test méthodologique que nous avons fait, puisque des restitutions, il y en avait déjà, mais pas sous une forme réellement participative qui implique les populations dans tout le processus de construction de ces activités. Alors, donc là, l'expérience en question s'est déroulée sur 3 journées.
Là, sur la petite carte, vous voyez représenter les différents villages de l'observatoire de Niarart. Donc, c'est une trentaine de villages, environ 44 000 habitants en 2014. Donc, on parle quand même de beaucoup de monde. Et encore une fois, qui sont enquêtés, étudiés depuis 5 décennies. Hein. Donc, il faut voir ce que ça fait de génération en génération. Ça a quand même un impact important. Et je reviendrai un peu là-dessus, mais pour organiser ces 3 journées de restitution, on a dû créer un comité d'organisation et qui a dû débattre, faire des choix. Et puis là, déjà, vous voyez qu'on a cette tension entre le participatif et les pratiques habituelles qui sont plutôt, je dirais, un petit peu plus top-down dans les pratiques vraiment de ces disciplines que sont la démographie et la santé, sans caricaturer, mais simplement pour des questions pratiques. Donc, on a décidé d'articuler ces journées autour de 3 grands thèmes qui ont été vraiment les grands thèmes phares des recherches menées pendant ces 50 années, à savoir population, santé et environnement. Le comité d'organisation, alors là, je veux juste commencer à vous faire réfléchir un peu sur les tiraillements déjà entre les différents acteurs et j'y reviendrai un peu suite au film que je vais vous présenter dans un instant. Donc l'idée, plutôt que de faire ce qu'on avait toujours voulu faire, à savoir une restitution à l'échelle de l'ensemble de la population, mais 44 000 habitants, c'est quand même beaucoup. Donc on a décidé de procéder par une sorte d'échantillonnage de tous les représentants les plus pertinents de la population, allant des groupements de paysans, groupements de femmes, tous les agents de santé possibles de différents échelons, etc. Et de les inviter. Donc ça a été un choix qui a été fait, ou donc pas à l'échelle de tous les villages, mais des 3 villages principaux qui sont ici, hein, et en mobilisant, en construisant des outils de communication qui nous semblaient appropriés. Hein. Donc il y a déjà une littérature là-dessus sur le quoi, comment, à qui, mais donc là ça a été un petit peu, je vous résume les réflexions qui ont été menées, et donc où on a choisi de faire cette restitution sur la base d'une improvisation théâtrale, un diaporama et ensuite une période d'échange. Donc le petit film qui dure à peine une dizaine de minutes que je vais vous présenter, relate un petit peu de cette expérience et donc après on va essayer de discuter un peu sur les défis justement que présente la mise en place d'une restitution qui se veut aussi participative que possible. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes à Niarart, au Sénégal. Ici, comme dans d'autres pays d'Afrique, les populations sont très sollicitées par des enquêtes sur des enjeux de développement. Face à cela, les populations se questionnent de plus en plus sur le devenir de l'information qu'elles partagent. Il est donc devenu impératif de renforcer le dialogue entre les chercheurs, les enquêteurs, la population et les décideurs. Ce besoin est exacerbé dans le cas des observatoires de population, comme celui de Niarart, et qui sont nombreux en Afrique. Ces sites particuliers présentent des dispositifs d'enquête très lourds, mais riches d'informations. Un observatoire de population, c'est un ensemble de villages en général, une zone qui est géographiquement circonscrite, sur laquelle on mène des enquêtes. Et on commence par un recensement qu'on appelle le recensement initial, où on va faire une énumération de tous les membres des ménages qui résident habituellement. Et puis ensuite, les enquêteurs vont venir dans les maisons de manière répétée. En général, c'est plusieurs fois par année pour enregistrer les mouvements de population, c'est-à-dire les entrées et les sorties. Donc les personnes qui migrent, celles personnes qui arrivent. Et puis aussi, on enregistre les décès, bien sûr, et les naissances.
avec des dates très précises et c'est ce qu'on appelle le suivi démographique. Dans le contexte de Niarar, où ces enquêtes sont menées depuis 50 ans, les populations se demandent pourquoi les mêmes questions reviennent au fil des ans et quel est leur intérêt à y répondre. Souvent, les opérations de restitution ciblent les autorités locales et les décideurs, plutôt que les personnes enquêtées. C'est pourquoi des animations favorisant les échanges directs entre les populations et les chercheurs ont été organisées, comme des séances de questions-réponses, des diaporamas commentés ou encore des pièces de théâtre. Ainsi, chercheurs, enquêteurs et représentants des communautés locales ont donné leur point de vue sur le contenu à restituer et sa forme. C'est le principe même de la démarche participative. Donc dans la démarche que nous avons entreprise pour les 50 ans, pour célébrer les 50 ans de l'Observatoire de Niarar, nous avons mis en place un petit dispositif de communication où nous avons voulu faire intervenir du théâtre forum, à la fois pour divertir mais aussi pour provoquer la discussion, le débat. Et puis bon, en même temps ça détend un petit peu l'atmosphère, ce qui pour nous était très important puisqu'on voulait créer une ambiance d'échange et de discussion entre les populations présentes et les chercheurs qui s'étaient déplacés pour répondre et interagir avec les populations. ñaata diction de dia tangan keno mero gafa fa hato ko ñaata de bismillahir rahmanir rahim sama ba xeje gi dal bi def ñaata de ko ko ga be gis wa ya sam jama dal be som ne way ci det bo. L'autre outil de communication que nous avons voulu mettre au point, c'est ce que nous avons appelé un support visuel, en gros un diaporama, avec une série de photos du milieu, et évidemment en rapport avec les thématiques que nous avons voulu restituer. Et ce support a été commenté en sérère, donc dans la langue locale, par des enquêteurs du terroir qui sont familiers à tout le monde. Donc, parce que et donc la diffusion de ce diaporama était ensuite suivie d'une période de discussion. Donc, il y a une question là dans le pôle. C'est vraiment aussi l'idée parce que dans tant d'antenne, vous nous permettez aussi de nous exprimer. Vraiment, je remercie aussi. Merci beaucoup, M. Ibrahim. Donc, il pose deux questions. Donc, Richard, si tu as des éléments de réponse sur est-ce qu'il y a un programme pour un meilleur rendement au niveau des cultures. Et ensuite, est-ce qu'il y a un rapport avec le conseil municipal de Gaïoher envisage de mettre en place un programme de sensibilisation pour sauvegarder les cadres au niveau des zones cultivables. Aujourd'hui, on voit que quand on mesure, il y a plus de petites pousses dans les champs. Alors, je rejoins ce que vous disiez sur la régénération naturelle assistée, où effectivement, on a une opportunité aujourd'hui. Il y a plus de pluie, les contraintes sont plus favorables pour la reprise des sas et des indias. Et donc, je pense qu'il est important aujourd'hui, et c'est sur ce quoi nous travaillons, à mener des actions de protection, mais ça se fait déjà, de protection des sas et des indias en plein champ. Donc elle s'appelle Thérèse Faye. Donc elle dit que l'ensemble des femmes ou des mères de famille de Toukar sont très contents du travail accompli par Pape Ndao. Il remercie aussi les enquêteurs de la zone, surtout de la zone de Toukar, qui leur donnent toutes les informations sur les résultats importants, les avancées ou les évolutions de la recherche.
Le choix d'utiliser des outils de communication visuelle et interactifs fut judicieux. Les questions-réponses ont permis aux représentants des populations de manifester leurs préoccupations sur des sujets encore peu explorés par les scientifiques de l'IRD. Chaque outil s'avère donc pertinent, mais la mise en œuvre concrète d'échanges entre participants et chercheurs doit encore être approfondie. Dans ces 2 journées, je vois que la population est là, les chercheurs sont là, les enquêteurs sont là, donc tous les acteurs de ce beau travail qu'on est en train de faire. Tout le monde est content parce que c'est à peu près du jamais vu. Ça n'a jamais été présenté ainsi, bien que l'IRD depuis 50 ans est là, mais franchement aujourd'hui c'est clair. C'est clair, tout le monde a dû palper et voir de ses propres yeux. Donc je sens que tout le monde est content. Ouais. L'approche participative de ces journées n'a pu être totalement menée à bien, mais le fait de consulter la population sur le choix des contenus à restituer a été un premier pas essentiel. Une restitution des résultats de ces recherches doit s'adresser aux populations directement et non pas seulement à leurs représentants. Pour maintenir ce dialogue, il est indispensable de s'appuyer davantage sur les réseaux sociaux locaux. Les modes de communication vont continuer à être améliorés pour que les jeunes générations s'approprient réellement les résultats. Celles-ci pourront aussi suggérer aux chercheurs de nouvelles pistes de recherche. Une telle démarche répond à la préoccupation éthique de rendre les résultats scientifiques accessibles aux populations et doit s'inscrire dans tout projet de recherche. Je réalise que j'ai oublié de vous dire que tous les observatoires ont forcément une institution qui gère l'observatoire. Ça peut être une institution locale, une institution étrangère. Dans le cas de Niarar, et je dirais des 3 observatoires du Sénégal, c'est une institution extérieure, donc non sénégalaise, et qui est l'IRD, que peut-être certaines connaissent, qui est l'Institut de recherche pour le développement. Donc ailleurs, ça peut être des institutions locales comme l'Observatoire de Ouagadougou au Burkina Faso, où là c'est l'Institut supérieur des sciences de la population de l'Université de Ouagadougou qui le gère. Voilà, donc ce petit film, en fait, c'est aussi pour se poser la question, qu'est-ce qui rend la mise en œuvre d'une approche participative compliquée, complexe dans un tel contexte. C'est un petit peu à ça aussi que je voulais nous faire réfléchir. Je ne vais pas aller trop dans le détail parce qu'il me reste peu de temps, mais évidemment, ce qui peut piéger la perception qu'on a de la possibilité de faire des restitutions dans un tel contexte, c'est le fait que dans les observatoires de population, les équipes de recherche sont en fait constamment présentes. En immersion, ça dépend surtout des disciplines. C'est peut-être un mot un peu fort parce qu'immersion, ça voudrait dire qu'elles vivent dans le milieu en permanence, ce qui n'est pas vrai. Mais la présence des chercheurs n'est jamais interrompue, elle roule et ils ne sont pas très loin. Et, tout le moins, ils sont à Dakar qui est à 150 km. Donc, ceci devrait faciliter les choses et pourtant, ça ne le fait pas tant que ça. Donc j'ai repris un petit peu des notions qui ont été développées il y a quelques années maintenant par l'équipe de la PAD, Birchenk et Jean-Pierre Olivier de Sardan. Et j'aime bien ces notions-là, donc les notions d'arène, de conflit latent, de groupe stratégique, pour essayer un peu de mieux comprendre, de mieux schématiser, de mieux illustrer le contexte. Alors, je me suis amusée à faire ce petit schéma. J'adore faire des schémas. Ils ne sont pas toujours très lisibles. Alors, bon, il n'y a que moi qui les aime, mais bon, je les fais pareil. Alors, en fait, ici, j'ai essayé de vous représenter ce que moi, j'appelle l'arène, en quelque sorte, d'un observatoire, et ici, donc, de l'observatoire de Niarar. Donc, dans le grand cercle, c'est supposé représenter les 30 villages de l'observatoire. Je vous en ai représenté 3, les 3, évidemment, qui font l'objet, qui ont été le
lieu de ces restitutions. Et puis en haut, à l'extérieur de cet espace géographique, vous avez l'institution qui gère, ici l'IRD. Et j'ai mis aussi pour indiquer que, évidemment, même si c'est l'institution qui gère, il y a le siège local, mais il y a toute l'influence institutionnelle française, c'est un institut public, donc il y a toute l'influence du système public français qui va jouer dessus. Et on a affaire à des chercheurs qui sont évidemment aux prises avec la recherche internationale, les projets internationaux, etc., etc. Donc vous voyez, vous connaissez déjà vous-même d'une manière ou d'une autre ce type de contraintes de milieu. Donc ça, c'est un peu ces deux univers-là qui communiquent par un intermédiaire qui est la station, ce qu'on a appelé la station de Niarar. Niarar, c'est un village qui est situé hors de l'observatoire, pour des questions de biais, c'est un choix méthodologique, mais qui est juste à côté, et où on a basé une station de recherche. D'accord ? Donc c'est un petit peu la façon dont ça fonctionne. Et puis, bien sûr, vous avez des chercheurs externes qui sont accueillis, qui n'ont pas vraiment d'autre choix que de passer par l'IRD, même s'ils ne sont pas de l'IRD, mais qui parfois peuvent aussi bifurquer et travailler évidemment dans l'observatoire. Mais à partir du moment où ils vont travailler sur l'observatoire comme entité, évidemment, il faut que ce soit fait avec l'accord et la collaboration des chercheurs de l'IRD. Alors, tout ce schéma, pour vous montrer, en fait, ce que vous savez sans doute déjà, la multiplicité et la complexité donc, des relations entre les différents acteurs impliqués. Puisque vous avez bien sûr les chercheurs, vous avez ensuite toute la myriade d'enquêteurs qui sont nécessaires à la réalisation des études, des enquêtes, etc. Dans le contexte particulier de cet observatoire, vous avez des enquêteurs, maintenant très peu, qui ont acquis un statut permanent, donc ça veut dire qu'ils sont des employés à vie, si vous voulez, et puis d'autres qui sont à la pige, en quelque sorte, sous contrat, etc. Donc déjà, vous voyez des tensions qui peuvent se nouer à ce niveau-là. Et puis, évidemment, au sein de chaque village, c'est des petites arènes multipliées par 30 avec leurs chefs de village, les notables, les enseignants, les paysans, les agents de santé, et j'en passe. Donc, ici, c'est juste pour dire que si on veut faire vraiment utiliser une démarche participative, quel que soit le projet, ici, qui était simplement de restituer des résultats, mais il faut tenir compte de tout ça. Et ce n'est pas nécessairement dans les pratiques disciplinaires de le faire au quotidien. Ça veut dire que c'était vraiment un défi. Alors, la façon dont... juste avant de passer à ça, la façon dont ça s'est passé, c'est qu'un comité d'organisation de ces journées de restitution a été formé avec un chercheur extérieur et qui chapeautait un peu le tout. Et donc... qui a essayé de trouver les interlocuteurs pour décider finalement quel était le contenu le plus pertinent aux yeux des populations, qu'est-ce qu'ils voulaient, de quoi ils voulaient qu'on parle, de construire les outils de communication les plus appropriés et évidemment de choisir les lieux, quand, où, etc. Donc tout ça, on a donc essayé de faire ça vraiment en lien avec les populations, les contraintes de l'IRD comme institution, ça veut dire financière, et les choix stratégiques, disciplinaires, etc. Donc ce qui a été intéressant, c'est que pour une fois, la démarche de restitution elle-même a été évaluée. Ça veut dire que suite à ces fameuses journées dont je vous ai montré une illustration avec le film, on a fait une série d'entrevues auprès d'une partie des participants, justement pour leur demander un peu leur point de vue sur ce qui avait été restitué, les outils de communication, et essayer d'évaluer aussi les effets, à savoir, est-ce qu'après vous en avez parlé, est-ce que vous avez essayé d'introduire, est-ce que ça a changé votre point de vue, aussi bien sur les recherches, mais aussi sur certaines pratiques que vous pouvez avoir dans votre quotidien. Et donc, cet exercice a été intéressant. Ce n'était pas le but. Donc, le but de faire l'évaluation, c'est en train d'être étudié dans un autre article. Mais ce dont on s'est rendu compte en analysant ces entretiens, c'est que, au fond,
il y a eu évidemment, ça illustre très bien le décalage entre ce qui était voulu au niveau du comité d'organisation, ce qui était souhaité au niveau des populations et les compromis qui ont été faits. Et donc c'est en ça qu'on peut dire à la fin de cette expérience qu'on a essayé de tendre vers une restitution participative, mais on n'y est pas encore. Alors pour vous donner donc quelques illustrations, lorsqu'on regarde tout d'abord ce qui concerne le contenu, c'est-à-dire quoi choisir, qu'est-ce qu'on va restituer et surtout qui va décider de ce contenu. Au fond, ce qui s'est passé, c'est que ça a été en grande partie les chercheurs avec les enquêteurs permanents qui ont fait des consultations auprès de certains représentants des villages concernés. D'accord ? Ce qui est ressorti, c'est que, bien sûr, un certain nombre de choses, un consensus a émergé sur certains thèmes, dont notamment ce que vous avez vu dans le cadre de le petit extrait de théâtre, les populations ne comprennent pas pourquoi il y a des prélèvements sanguins. Donc ça, c'était absolument fondamental qu'on passe qu'on aborde cette question-là, qu'on explique, etc. Et puis, il y a eu d'autres questions. On voulait plus d'informations sur la santé adulte. L'argument étant que maintenant, la santé des enfants, ça va beaucoup mieux. Elle est quasiment réduite à très très peu comparée au début de l'histoire de l'Observatoire. Mais avec une population vieillissante, du coup, on a toutes sortes d'autres enjeux de santé qui interviennent et les populations en sont tout à fait conscientes et donc ne comprennent pas pourquoi on est encore très focalisé sur les enfants. C'est une population, comme vous pouvez voir, essentiellement rurale, donc fortement axée sur l'agriculture, mais aussi l'élevage. Et donc des questions en lien avec la santé du bétail, etc., etc. Donc des préoccupations vraiment très, très concrètes et qui peuvent tout à fait être prises en relais par les chercheurs. Alors, ici, j'ai contrasté, si vous voulez, à chaque fois des citations de nos entretiens pour mettre en un peu plus sombre ce qui est, pas négatif, mais un peu plus critique, et puis en blanc, vraiment, la perception assez la plus positive, si vous voulez. Alors, vous voyez que si on regarde d'abord ici, la citation ici montre... donc que les journées ont permis de comprendre ici qu'est-ce qu'on fait de ces prélèvements sanguins et aussi, donc comme dit cette femme, pourquoi il faut arrêter de couper le bois. Bon, comme bien des régions rurales en Afrique et ailleurs, elle est en proie à une déforestation massive et donc l'idée c'est d'essayer de régénérer aussi un peu le couvert forestier. Donc ici il y a vraiment cette perception que les journées ont apporté de l'information que les gens ne percevaient pas malgré la présence quasi constante des chercheurs. Donc un effet positif. Par contre ici, quand on pose la question sur quoi auriez-vous insisté le plus, donc cette femme qui est la mère d'un chef de village nous dit qu'elle aurait voulu insister sur la santé des adultes. Donc autrement dit, une des demandes qui a été expressément faite systématiquement dans toutes les consultations n'a pas été respectée. D'accord ? Donc on n'est pas ici pour juger, c'est pas pour porter un jugement de valeur, mais simplement pour voir que des arbitrages sont faits et que ce n'est pas toujours la voix, malgré tout, de la population qu'on cherche à atteindre qui est entendue. Maintenant, si on s'attelle aux outils de communication, donc je vous ai dit, on a identifié 3 types d'outils. Donc c'est sûr que là, ça a été sur la base d'expériences passées, donc de résultats empiriques, de la littérature, etc. Au départ, le comité d'organisation tenait à implanter, pas implanter, mais disons faire recourir au service d'une troupe de théâtre-forum. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cet outil-là, mais c'est plutôt un théâtre qui est destiné à faire réagir le public pour que le public lui-même se manifeste et puis finisse par faire partie de la pièce, en quelque sorte. L'institution n'avait pas les fonds, pas envie de débloquer les fonds pour ça, parce que ça coûte quand même assez cher. Donc on s'est rabattu sur une troupe de théâtre locale, de toute façon il fallait qu'elle soit locale, et qui faisait plutôt de l'improvisation. Et je vous dirais que ça a été plutôt un mal pour un bien, parce que ce qui a été passionnant, ça a été de faire comprendre à cette troupe ce qu'on voulait, et littéralement de construire la pièce avec eux pour
voir, pour vraiment qu'il il nous explique, pour qu'il puisse vraiment partager avec le public les éléments qu'on voulait mettre en évidence. Sauf que là, vous voyez déjà le biais, c'est que qui va travailler à co-construire cette pièce de théâtre, hein. Donc là encore, ça a été essentiellement un petit groupe de chercheurs et ces fameux enquêteurs permanents stabilisés. Pourquoi toujours eux? Parce que l'idée des chercheurs qui sont toujours un petit peu angoissés pour des raisons institutionnelles, etc., c'est-à-dire on ne peut pas demander à des enquêteurs qui ne sont pas permanents de nous aider parce qu'il faudrait les payer et on n'a pas l'argent pour les payer. Donc on ne peut faire ça qu'avec des enquêteurs qui sont déjà stabilisés, salariés, etc. Donc ce sont des contraintes tout à fait, je dirais, d'une certaine façon légitimes, mais qui viennent forcément comment dire, entacher un peu le processus participatif. Donc ici, ouais, j'ai mis cette photo pour, évidemment, il y a toujours une petite ambiance, hein, donc on avait une très bonne sonorisation. Alors voilà, donc quand on a, dans les différents points de vue qui sont ressortis, ben vous voyez que, je peux dire, pour avoir analysé l'essentiel des entretiens, qu'il y a un consensus général sur le fait que le théâtre et le diaporama, donc ce qui était visuel, commenté dans la langue, etc., a été très bien, très apprécié. Mais ce qui est intéressant ici, dans la version, je vais dire, positive, c'est que on nous dit que les questions-réponses ont été très bien perçues aussi. Or, du point de vue des chercheurs, ça a été un désastre parce que personne n'a vraiment embarqué dans les périodes d'échange comme on l'avait imaginé, comme on l'avait vraiment posé comme objectif. Alors, donc là, il y a un décalage de perception évident qu'on peut voir dans les entretiens, puisque dans l'évaluation, on a aussi des entretiens auprès des chercheurs. Et donc, bon, là aussi, un travail d'interprétation à faire sur ces perceptions différentes. Par contre, ici, on a aussi un petit peu d'éléments qui peuvent nous expliquer pourquoi, malgré tout, on a eu cette perception en tant que chercheur et aussi certains enquêteurs que la période d'échange n'a pas été aussi fructueuse qu'on le voulait, parce qu'il y a eu un problème de langue qui s'est posé. Le modérateur qui a été retenu, pour des raisons purement, comment je pourrais dire ça diplomatiquement, de diplomatie institutionnelle, on va dire, n'était pas quelqu'un qui venait de la zone, et en tout cas quelqu'un qui parlait la langue de la zone d'études, à savoir le sérère, mais était donc quelqu'un qui, un chercheur en plus de l'IRD, sénégalais, mais wolof. Et dans la zone en question, hein, qui est dans le Sine Saloum au Sénégal, le langage, la langue dominante, c'est le sérère. Donc ça a été une maladresse majeure du comité d'organisation, mais en même temps une maladresse que le comité a eu beaucoup de mal à éviter. Ça ne veut pas dire qu'il n'en était pas conscient, mais là il y avait des tensions internes en quelque sorte qui étaient bon, mais oui, mais on ne peut pas lui demander de venir, etc. Bon, donc là aussi, ce sont des éléments à prendre en compte justement dans tous ces rapports, je dirais, de pouvoir, de domination, etc. Finalement, le dernier point dans cette analyse que je voudrais partager avec vous et qui nous intéressait, qui était vraiment l'objectif de notre évaluation de la restitution, c'était jusqu'à quel point les connaissances, les savoirs qui ont été véhiculés pendant ces restitutions ont-ils circulé après que tout le monde soit parti, après que l'événement, tout soit remballé et que bon, on n'ait plus de traces vraiment de ces 3 journées. Donc ici encore, on n'a jamais au départ pris les participants à ces 3 journées comme des relais. On ne leur a pas dit, bon, on fait ces journées de restitution, vous êtes les représentants de toute la population de vos villages respectifs, donc maintenant, après ça, relayez-nous pour expliquer ce qu'on a dit. Ça n'a jamais été posé comme tel, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que de façon spontanée, évidemment, les informations ont circulé. Mais ce qui nous a intéressé par rapport à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, finalement, c'est ce que révèle cette circulation, la façon dont s'est concrétisée la circulation d'informations entre les villageois après coup.
ça a bien révélé des choix qui n'ont peut-être pas été très stratégiques et très bien pensés au niveau du comité d'organisation. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle les Badiénogores, qui sont en fait des femmes localisées dans les différents quartiers des villages et qui font un petit peu la promotion, la sensibilisation de la santé reproductive auprès des habitantes. Donc des agents de santé, mais qui ne sont pas des infirmières, qui relayent en fait les différents postes de santé. Et donc, elle nous dit, oui, on a discuté de tout ça à la place du robinet, où on a l'habitude de décortiquer les arachides, etc., etc. Donc déjà, c'est toute cette réflexion autour des canaux de communication n'a pas vraiment été réalisée. Les lieux qui ont été choisis étaient des lieux, encore une fois, je dirais un peu à la fois stratégiques par rapport au village, par rapport aux contraintes qu'on s'était imposées en termes de sonorisation, de distribution d'eau, etc. Donc, c'était dans des écoles ou dans des dispensaires. Alors là, on a une critique qui est un petit peu plus constructive, je dirais, qui est plus directe, qui a été faite par une représentante d'un groupement féminin. Et donc, comme plusieurs de nos intervenants ont insisté sur le fait que le lieu n'était pas bien choisi, il aurait fallu la place publique. Ça peut vous paraître évident, mais le choix était tout à fait conscient de la part du comité d'organisation. C'est que le comité d'organisation avait peur de se faire déborder par un flot de villageois. Donc, je caricature un peu, mais c'était un peu ça, en se disant, on ne va jamais gérer ça, les gens ils vont tous vouloir de l'eau, on n'a pas l'argent, etc., etc. Donc, vous voyez, encore toutes ces peurs, c'est cet imaginaire institutionnel. Donc, on dit, on n'a pas le choix, c'est malheureux, mais on va faire des invitations, mais au moins, on va faire tous les représentants des villages. Bon, donc, évidemment, ça n'a pas été sans... alors, c'était un choix tout à fait rationnel en soi, mais qui, après coup, on s'est bien rendu compte que ce n'était peut-être pas le choix le plus judicieux. Mais c'est à ça que ça sert les évaluations, vous me direz. Et l'autre élément, donc, c'était effectivement donc, cette espèce de folie furieuse de vouloir absolument faire un cocktail, un repas, etc. Donc ça, les villageois eux-mêmes ont bien dit, c'est pas ça nous, on est content parce que vous venez nous parler, c'est ça qui compte. Et donc là, on voit les décalages qui se font. Encore une fois, c'est pour ça que je l'ai mis en évidence au début, une présence très très importante des chercheurs de façon quasi permanente. Alors, pour conclure, je dirais qu'il y a quelques grands points qu'il faut retenir et peut-être justement pour, comme on le disait à la fin du film, pour aller un petit peu de l'avant dans la démarche participative lorsqu'on veut non plus restituer, mais moi je dirais plutôt partager de l'information, donc ça veut dire dans les deux sens. D'abord, savoir mieux identifier qui sont les vraies personnes ressources. Les vraies personnes ressources, même si les enquêteurs sont nés dans la zone, ce n'est pas nécessairement les enquêteurs. Ils sont des personnes ressources, bien sûr, mais il n'y a pas que ces personnes-là. Et il y a surtout les personnes qu'on ne sait pas parce qu'on ne vit pas sur place. Et donc là, évidemment, on va rechercher un peu plus dans la socio-anthropologie de Jean-Pierre Olivier de Sardan et consorts pour essayer d'identifier un peu mieux ces personnes-là. Mais encore une fois, ça demande évidemment du temps, ça demande des ressources. Et donc ça va en lien direct avec qui peut choisir les thèmes et les éléments à restituer et comment un dialogue préalable doit vraiment s'établir avec les populations pour que, en même temps, on puisse aborder des thèmes, des questions qui n'ont peut-être pas été étudiées, mais qui pourraient faire l'objet de travaux futurs. Ce qui suppose évidemment de la part des chercheurs d'accepter de s'embarquer là-dedans. Donc de revenir sur certaines maladresses de communication, mais qui ne sont pas nécessairement évidemment qui ne sont pas des maladresses voulues, mais qui viennent d'a priori, je ne vais pas dire de préjugés, mais en tout cas de mauvaise compréhension de part et d'autre, parce que on n'a pas nécessairement les mêmes canaux de communication et référentiels de communication. Et donc, il va effectivement chercher un petit peu dans cette éternelle distance qui existe et existera toujours, quand bien même on est complètement en immersion entre les chercheurs et les populations. Donc, finalement, éthique, pédagogie, hein, il y a une dimension pédagogique. Ce vers quoi ça ouvre, cette réflexion, selon nous, c'est dans quelle mesure, finalement, une restitution qui se veut le plus participative possible, avec vraiment un effort réel d'échange
non seulement au niveau du processus de mise en place des activités de restitution, mais aussi de recherche, peut ainsi devenir un vecteur de transformation sociale. Cette appropriation des résultats par les populations, d'autant plus qu'elles ont été elles-mêmes participantes à leur diffusion, à leur, à l'échange autour d'elles, autour de ces résultats. Dans quelle mesure ça peut vraiment venir jouer sur changement d'attitude face aux recherches, intégration peut-être d'autres comportements et pousser les chercheurs dans des directions s'ils veulent bien l'entendre. Voilà, donc je pense que j'ai réussi à peu près à tenir mon temps. Merci pour votre attention.